Bonsoir et merci d'être au rendez-vous de l'économie sur Al24 News et bienvenue aux pros de l'éco direction la France ce soir pour parler du secteur de l'immobilier neuf en grande difficulté. Depuis plusieurs mois déjà, il accuse des baisses les unes après les autres et fait craindre le pire aux promoteurs et aux investisseurs. Cette dynamique négative qui s'installe durablement pourrait en effet avoir des conséquences graves sur l'emploi et la finance, ce alors que les banques continuent d'accorder des crédits. Mais la lutte contre l'inflation a conduit la Banque centrale européenne à relever ses taux directeurs. Or, cette politique monétaire restrictive s'est répercutée sur les taux d'intérêt des crédits immobiliers, réduisant ainsi considérablement la capacité d'emprunt des ménages. Qu'en est-il de cette crise en langage de chiffres? Nous avons tout d'abord une baisse de 8,3% des ventes par rapport à 2023, soit 23 150 unités vendues uniquement, moins 42%, soit 0,4%, soit le plus bas niveau depuis 2010 selon la Fédération des promoteurs immobiliers de France, et 23 mois pour écouler le stock disponible contre 16,7 mois en 2023. Toujours en langage de chiffres, cela équivaut à une baisse des investissements et un report des chantiers, à une baisse également des permis de construire de l'ordre de 15,1% et enfin des mises en chantier en hausse malgré tout, plus 5,1%. Les tenants et les aboutissants de cette crise qui impacte le secteur de l'immobilier neuf en France, comme chaque semaine, les pros de l'éco s'emparent du dossier. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Al24 News pour les pros de l'éco. Vous l'avez compris, nous allons parler du secteur immobilier en France qui vit quelques difficultés depuis quelques mois et traverse une période de turbulence, ce qui inquiète au demeurant les investisseurs, mais également les tenants d'autres secteurs intimement liés et corrélés à ce secteur. Je vais m'empresser de vous présenter nos invités du soir, à commencer par vous, Idil Sassi, expert international en économie et en finance. Merci, bonsoir et merci d'être avec nous. Je vous remercie et bonsoir à vous et aux téléspectateurs. Nazim Sini, enseignant agrégé d'économie à l'université Aix-Marseille 1, sera quant à lui en direct avec nous depuis Marseille. Bonsoir Nazim Sini, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci et puis je salue aussi votre invité sur le plateau. Bonsoir. Et enfin, le professeur Brahim Gendouzi, économiste, sera quant à lui en direct avec nous depuis Tizi Ouzou. Bonsoir professeur, merci d'avoir accepté notre invitation. Majid Touhami, architecte, devrait quant à lui nous rejoindre depuis Paris en direct depuis après quelques instants. Idil Sassi, nous allons commencer avec vous ce débat. Alors le marché de l'immobilier neuf en France accuse le coup, je le disais donc, avec une forte baisse au deuxième trimestre 2024. Cela est imputé essentiellement à la politique de lutte contre l'inflation qui impacte la capacité d'emprunt, politique de lutte menée par la BCE. Donc, comment analyser cette situation, tout simplement ? Alors, c'est une situation un peu attendue, en tout cas, et quelque part, depuis quelque temps, il y a eu plusieurs crises, des crises multiples, sociales, et un peu une instabilité politique qu'on a remarqué en tout cas et observé. Donc je dirais que par rapport à l'immobilier, donc comme on dit, l'adage quand le bâtiment va, tout va. Donc c'est le reflet quand même d'une situation plus globale, d'accord ? Donc pour la France en tout cas en particulier, et puis connaissons un petit peu, parce que il y a beaucoup d'Algériens en France, oui. Donc on peut se permettre un petit peu d'avoir un regard sur ce qui se passe en interne. Et puis je pourrais peut-être citer quelques raisons indirectes qui sont plus globales.
Donc il y a des raisons exogènes, je dirais. Quand vous avez cité l'inflation, il faut savoir que l'inflation, c'était un problème importé depuis la crise du Covid. Donc le pays a souffert de ce problème du Covid, mais aussi la crise ukrainienne. Oui. Donc la crise ukrainienne est une raison externe, donc qui a beaucoup impacté les pays de l'Ouest, disons, entre guillemets, de l'Europe, et donc qui a provoqué une crise inflationniste majeure. Donc qui a donné des conséquences sur plusieurs secteurs, en tout cas. On parle de l'immobilier, on parle de l'industrie de l'immobilier aussi qui a été impactée. Mais je pense aussi, personnellement, qu'il y a des raisons endogènes, c'est-à-dire internes à la France. Donc, c'est une crise multidimensionnelle, disons-le. La France, il faut savoir rapidement que c'est un État jacobin, très centralisé, très lourd, bureaucratique. Donc géographiquement, c'est pas très grand, mais il y a quand même, je crois, si je me trompe pas, 134 départements. Donc il y a beaucoup de dépenses de type administratif. Donc il y a une lourdeur budgétaire sur le plan du fonctionnement, du cours du niveau le millefeuille administratif, le fameux millefeuille administratif exactement, français. Qui coûte beaucoup. Oui. Donc il y a beaucoup de social après. Et puis il y a eu une gestion de la crise, la Covid, qui a quand même impacté beaucoup l'économie française. Donc des aides qui avaient été données à tout le monde durant une période assez longue au coût de l'État, donc au coût du budget français. Donc nous avons vu hier... Donc endettement intérieur, exactement. On peut supposer. Par la suite, il faut réduire la masse monétaire en circulation, ce qui donne... Exactement. Il y a eu une inflation donc, des prix qui a été importée. On a vu la crise des gilets jaunes, par exemple. L'essence, c'est le coût de l'énergie qui a déclenché tout cela. Mais il y a aussi le coût de l'électricité qui est passé à 30%, je crois. Donc nous avons vu des prix qui ont carrément, c'était pas des 6, 7 ou 10% d'augmentation, mais c'était des augmentations assez importantes. Maintenant, sur le plan de l'inflation, là, au jour d'aujourd'hui, on peut dire que le chiffre de l'inflation s'est stabilisé, même un petit peu, il a reculé, mais il faut savoir que les prix sont restés stables à la hausse. Ça veut dire que quand un café qui coûte maintenant, je ne sais plus, 4 euros ou autre, ou baguette ou autre chose, donc il n'y a pas de retour en arrière. Ça veut dire que la cherté de la vie, elle est installée. C'est ce qui a un petit peu touché une classe moyenne qui a été écrasée par la cherté de la vie. Les classes populaires, quant à elles, elles ont le support du social, donc elles ont bénéficié de beaucoup de support, mais ce qui alourdit en même temps le coût, donc le budget de l'État et donc la dette publique. Généralement, ce n'est pas les classes sociales qui se tournent vers l'achat d'immobilier neuf, c'est plutôt peut-être les catégories. Les catégories par des crédits. Exactement, catégorie moyenne. Donc dans tout cela, pourquoi j'ai parlé un petit peu des raisons directes et indirectes, pour dire qu'il y a le premier phénomène qu'un banquier, entre guillemets, peut citer rapidement, c'est que c'est la confiance. Il y a des gens maintenant qui très certainement peuvent emprunter, mais elles hésitent. Elles vont se dire, il n'y a pas le lendemain est incertain. Donc on va réfléchir à deux fois. Quand on va payer une échéance qui coûtait le quart d'un salaire il y a quelques années, maintenant ça peut coûter un salaire complet. Si on rajoute, on parle de taux d'intérêt très élevés. La durée d'endettement, elle a été réduite par les banques. J'en parlerai tout à l'heure pourquoi. Très bien. Il y a plusieurs raisons. Donc il y a une raison de confiance aussi par rapport à cette classe moyenne qui voit les lendemains incertains. Très bien, merci Idil Sassi. Nazim Sidi, les conséquences de cette crise du logement neuf sont spectaculaires en France. Les ventes de maisons individuelles qui constituent un pilier pour le marché immobilier français se sont effondrées, je le disais. Donc en 2024, je rappelle les chiffres, elle devait atteindre le niveau historiquement bas de 48 000 unités, soit une chute vertigineuse de 62% par rapport à 2019, donc en l'espace de 5 ans. Écoutez, on n'avait pas vu ces chiffres depuis la fameuse crise des subprimes en France, c'est-à-dire 2008-2009. Mais ce qui est important de rappeler, vous savez, c'est le poids de l'immobilier en France. Il pèse pour près de 13%
du PIB du pays. C'est à peu près 270 milliards d'euros. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il n'y a pas que le secteur de la construction neuf, justement, qui a été touché, c'est également le secteur résidentiel et le marché de l'occasion. En fait, il faut juste rappeler aux téléspectateurs que 3 dossiers immobiliers sur 4 sont financés à travers le crédit. Et qu'est-ce qu'on a assisté ces dernières années? C'est qu'il faut juste se rappeler d'un point de vue historique, c'est qu'en 2020-2021, les ménages pouvaient emprunter à des taux extrêmement bas. On parlait de 1%, voire 1,5% pour une durée de 15 à 20 ans. Aujourd'hui, ces taux-là sont passés à 4, voire 4,5%. Donc vous imaginez l'inflation compris les taux d'intérêt, ce qui fait que vous allez exclure les primo-accédants, c'est-à-dire ceux qui vont accéder pour la première fois à la propriété. Juste pour rappel, la France aussi a une lacune, c'est qu'elle fait partie des pays européens où elle compte le moins de propriétaires par habitant. À peu près, on a 57% des Français qui sont propriétaires de leur logement, ce qui est beaucoup moindre que l'Espagne, par exemple, où les Espagnols sont propriétaires de 70% de leur logement, donc leur résidence principale. Et aussi, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a un déficit chronique de logement en France. Et ça, c'est une politique depuis 30 ans, où vous allez avoir un déséquilibre entre la progression démographique et la construction de logements, que ce soit des logements sociaux, des logements neufs, etc. Et puis toutes les niches fiscales qui ont permis de dynamiser à l'époque, notamment la construction du neuf, sont en train d'être revues par le gouvernement français. On peut citer le cadre de la loi Pinel. Oui, on va y revenir, oui. On va y revenir tout à fait, mais juste pour vous donner un ordre d'idée, c'est 7 milliards d'euros le coût de la loi Pinel ces 10 dernières années, donc de 2014 à 2024. Aujourd'hui, ce qui est problématique, c'est qu'effectivement, les pays occidentaux, européens et surtout la France misent énormément sur le secteur immobilier parce que c'est un secteur qui, par effet de ruissellement, va venir soutenir des secteurs comme la construction, comme les matériaux, comme même les enseignes d'aménagement et d'ameublement qui eux-mêmes vont souffrir justement de la baisse du marché de l'immobilier. Je vais donner aussi un dernier chiffre. Vous savez, récemment, il y a eu un baromètre, notamment des notaires. Parce que vous savez très bien que les notaires sont en première loge de ce secteur immobilier et sont une corporation incontournable lorsqu'on fait une acquisition immobilière. Et ces derniers ont révélé qu'ils s'attendent à une baisse de 40% de leur activité. C'est-à-dire que vous allez avoir des offices notariales qui vont être en difficulté cette année en France. Merci Nazim Sini. Comme je vous le disais, Tonto Majid Touhami, qui est architecte, nous a rejoint. Bonsoir Monsieur Touhami, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends bien. Merci. Vous êtes en direct avec nous depuis Paris. Vous êtes architecte, vous connaissez donc très bien le secteur du BTP et de l'immobilier français. Que se passe-t-il en France? Pourquoi les promoteurs immobiliers n'arrivent pas ou n'arrivent plus à écouler de nouvelles unités d'habitation, Est-ce essentiellement un problème macroéconomique ou est-ce que cela cacherait-il autre chose? Bonsoir à tous. Au fait, je vais rejoindre mes collègues sur le premier point de l'inflation post-Covid. Effectivement, on avait des taux 1, 1,1 et qui sont montés d'un seul coup après le Covid à 4, 4,2, 4,3. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la crise en Ukraine a fait que les matériaux ont explosé. Et puis les conflits ici et là ont fait augmenter énormément le prix du matériau, ce qui fait que les prix ont pratiquement triplé. Et la plupart des acheteurs se sont rabattus vers l'ancien. Et ensuite, c'était la spéculation et ce qui a favorisé un conflit entre le nouveau et l'ancien. Les conséquences de tout ça, c'est qu'il y a eu aussi une directive écologique de 2020. Et puis, ce qui a amené les constructeurs et les promoteurs à revoir leurs copies. Et effectivement, ça a fait exploser le prix de la construction. On est passé de 1 200 € le mètre carré à 2 500 € le mètre carré, juste en rénovation thermique. Et puis en construction, avec les nouvelles normes, effectivement, à vouloir faire trop performant et trop bien, on a
on a des logements qui coûtent trop cher et par définition inaccessibles pour la plupart des ménages. Et puis voilà, quoi, c'est une réaction normale, en fait, normale, qui engendre ce genre de risque. Et puis voilà. Mais il y a eu aussi une augmentation des taux d'intérêt qui est due aussi essentiellement à une bulle spéculative dans l'ancien, ce qui fait que les gens ils commencent à hésiter à acheter. Et puis les banques sont devenues très très frileuses. Donc ils revoient leur dossier avant d'accorder des prêts et puis in fine, ben, ils prennent plus de risques en fait. Est-ce que cela signifie que les acheteurs se reportent beaucoup plus sur l'ancien et donc évitent de passer par les circuits conventionnels, y compris les banques? Effectivement, et les nouveaux acheteurs, ce qu'on appelle la classe moyenne, se dirigent essentiellement vers l'ancien, parce que le prix du nouveau, les nouvelles constructions sont devenues vraiment très chères en fait. C'est surtout ça en fait. Et enfin, c'est très compliqué à expliquer parce qu'on a de l'ancien qui est surévalué, qui est rentré dans une bulle spéculative, et puis on est à côté du logement très performant énergétiquement, mais qui coûte cher à la construction. Donc il faut choisir. Et personne ne va prendre de risque à acheter avec un taux de 4 ou de 4,5. Il y a trop de risques. Il y a trop de risques, surtout sur des taux fixes comme ça. On ne sait pas ce qui va se passer après. C'est ce qu'expliquait en effet Idil Sassi par rapport à cette confiance qui n'est plus d'actualité en ce qui concerne le marché de l'immobilier neuf par rapport aux acheteurs. Professeur Guendouzi, le secteur immobilier, vous le savez mieux que quiconque, n'est pas décorrélé du reste de l'économie dans un pays quelconque, d'autant plus si ce pays fait partie d'une entité qui s'appelle l'Union européenne, aux règles de marché intégrées. Est-ce qu'une telle déconvenue peut être plutôt peu à l'origine découler d'un dysfonctionnement structurel, économique structurel? Professeur Guendouzi. Il y a trois niveaux d'analyse pour aller dans le sens de la question. Tout d'abord, au niveau macroéconomique, comme tout le monde le sait, la période d'inflation qui a suivi l'année Covid, de pandémie, a fait réagir la Banque centrale européenne en termes de taux d'intérêt, la hausse des taux d'intérêt. Professeur, je me permets de vous interrompre juste pour améliorer la qualité du son par rapport à la liaison téléphone. Nous reviendrons vers vous dans un tout petit instant. J'enchaînerai du coup avec vous, Monsieur Sassi. L'immobilier et la banque, vous le savez mieux que quiconque, vous aussi, sont intimement liés. Quelles peuvent être les réactions des banquiers en France si cette situation venait justement à perdurer? En fait, comme disaient les autres intervenants, tout le monde a observé une réticence des banquiers à donner du crédit. C'est devenu très difficile d'avoir un crédit immobilier. Alors, les raisons, quand on regarde comme ça, c'est qu'il y a eu en effet un recadrage du taux directeur par la BCE pour un petit peu absorber l'inflation post-Covid et puis l'inflation aussi liée à la crise ukrainienne. Donc, cet effort a fait qu'il y a une augmentation du taux d'intérêt. Donc là, quand les gens, pour avoir un ordre de grandeur, les taux d'intérêt qu'on cite, c'est entre 4 et 6%. C'est un logement qui va coûter 3 fois plus cher à la fin. Donc ce n'est pas... c'est un calcul différent, hein, juste pour que les gens sachent peut-être par rapport à l'Algérie, etc. C'est une logique différente en termes de taux d'intérêt. Donc ça va doubler ou tripler le prix de l'achat. Sur un échéancier de 25, 30, exactement. 35 ans. Et ce que les banques font maintenant, c'est que l'exposition, l'encours des banques françaises, en tout cas, moi j'ai un petit peu une observation depuis quelques mois, depuis en tout cas ce qui s'est passé au Japon, en Chine, exactement. Et puis la dernière crise boursière japonaise. Donc il y a des répercussions indirectes sur certaines banques européennes.
Donc, ce que j'ai pu observer, c'est que l'encours des banques, c'est-à-dire que les banques ne donnent plus du 15 ans, elles donnent de 8 ans. Alors, si je vous donne, donc si j'exige beaucoup d'efforts sur l'échéance, puisque le taux d'intérêt est important, et en plus je diminue la durée, donc vous allez vous retrouver à payer un salaire chaque mois pour couvrir cette échéance. Donc les banques, elles demandent un double salaire. Donc c'est les ménages, donc il faut un double salaire carrément. Et il faut gagner 2 fois, 3 fois l'échéance pour pouvoir… Sachant que beaucoup d'acheteurs paient déjà des loyers avant d'acquérir un bien. Exactement. Ouais. Donc, c'est devenu un petit peu… c'est pas une bonne affaire d'acheter maintenant et c'est très difficile. Donc, les primo-acquéreurs, même si c'est des fonctionnaires, par exemple, qui sont dans une situation de stabilité, ne risquent pas de se retrouver au chômage, entre parenthèses, mais malgré cela, donc ne se bousculent pas pour prétendre à un prêt immobilier. Et donc, de toutes les façons, de façon indirecte, je l'ai dit une fois ici il y a quelques temps, certaines banques françaises doivent être observées de près. Voilà. Très bien, Idel Sassi. Je reviens vers vous. La liaison a été, du moins, améliorée. Professeur Guendouzi, donc nous parlions de cette corrélation entre le secteur immobilier et le reste de l'économie dans un pays quelconque, notamment si celui-ci fait partie d'une entité qui s'appelle l'Union européenne. Tout à fait. Je disais donc il y a la hausse des taux d'intérêt directs de la Banque centrale européenne qui s'est répercutée sur les investisseurs, notamment dans le secteur de l'immobilier. Deuxième chose, l'endettement public excessif de certains pays a fait qu'il y a un effet d'éviction par rapport aux investisseurs en immobilier. Des banques, disant par rapport aux ressources financières disponibles, l'État emprunte et c'est les investisseurs qui rencontrent des problèmes de financement de l'activité, notamment dans le domaine immobilier. Donc, ce qui a rendu l'accès à la ressource financière très cher, en plus des taux d'intérêt élevés. Troisièmement, beaucoup d'investisseurs sont dissuadés à investir dans l'immobilier parce que la situation économique globale est instable. Et ceci fait que la répercussion sur l'offre de logements neufs pose problème. Comme d'ailleurs pose problème la demande de logements neufs pour des considérations financières liées, comme ça vient d'être expliqué, liées au coût des prêts élevés, liées à la réduction de la capacité d'emprunt et donc la réduction des montants à prêter et la diminution des délais de remboursement. Et enfin, de façon générale, quand on a accès au crédit bancaire, il y a un accompagnement qui se fait en termes de gestion du risque de taux d'intérêt, donc des primes à payer pour gérer le risque de taux d'intérêt. Et enfin, globalement, beaucoup d'acheteurs de logements neufs préfèrent attendre une conjoncture beaucoup plus favorable. Et donc, il y a ce statu quo sur le marché immobilier, aussi bien du point de vue de l'offre que du point de vue de la demande. Merci, professeur. Nazim Sinil, on parle justement de causes multiples ayant affecté ce marché. Ce marché au demeurant très sensible car pouvant lui-même, vous le savez bien, impacter d'autres secteurs comme le BTP et l'emploi lorsque l'on sait que le secteur du BTP en France puise une bonne partie de sa main-d'œuvre dans l'intérim. Jusqu'où les conséquences d'une telle situation peuvent-elles aller sur le marché intérieur français ? Écoutez, si on voit les choses d'une certaine manière, j'allais dire, dans le pire des scénarios, c'est possiblement une cascade de défaillances des entreprises avec des cessations de paiement et puis même une hausse des faillites dans le domaine du BTP. C'est arrivé, vous savez, dans l'histoire récente de la France. Je vous prends l'exemple notamment de la crise des subprimes en 2008-2009 qui a eu un véritable impact sur le marché du BTP. Mais encore une fois, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on assiste, et c'est assez inédit, à une sorte de statu quo, c'est-à-dire que les vendeurs attendent de voir que les prix remontent, les acheteurs attendent que les prix baissent,
Et puis vous avez la banque au milieu qui, elle, se sert des crédits immobiliers comme d'un produit d'appel. Parce que c'est important de rappeler qu'aujourd'hui, une banque elle ne gagne pas énormément d'argent à travers un crédit immobilier. Elle se sert du crédit immobilier, surtout dans l'ossature de l'offre immobilière française, pour attirer un client et derrière lui vendre d'autres services. En fait, le prêt immobilier sert juste pour récupérer une clientèle et la fidéliser sur 10, 15 ou 20 ans. Mais clairement, pour revenir à votre question, ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que l'État français a des marges de manœuvre pour relancer la commande publique, pour accompagner justement ces entreprises-là, qui vont passer par une période un peu de trou d'air, où on assiste à justement une baisse des chantiers, à une baisse des permis de construire. Également, je vous ai parlé tout à l'heure des notaires, qui eux-mêmes ont annoncé déjà pour le prochain trimestre une baisse de leur activité, ce qui fait qu'on arrive à une sorte de situation de blocage. Nazim Sini, vous oubliez un autre maillon essentiel qui pourrait pâtir de cette situation, c'est celui de la sous-traitance. Exactement, la sous-traitance et puis même les matériaux de construction. Si vous avez moins de chantiers, vous avez moins de besoin de matériaux. Et donc, toutes les enseignes qui vendent, je vous ai dit, du ciment, du clinker, des produits de revêtement de sol, du marbre, etc., vont connaître des difficultés. Aujourd'hui, c'est de savoir comment on peut déverrouiller ce marché, comment on peut relancer la demande. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, vous allez avoir 3 dossiers sur 4 d'accession à l'immobilier qui passent par le crédit bancaire. Et tant que le coût du crédit est élevé, vous allez avoir des personnes qui seront éloignées de l'accession immobilière. Merci Nazim Sini. Je vous propose, mesdames et messieurs, de marquer une courte pause avant de revenir au débat sur le plateau des pros de l'écho. De retour sur le plateau des pros de l'écho, madame, monsieur, si vous venez de nous rejoindre, bonsoir. Nous parlons ce soir de la crise du marché de l'immobilier neuf en France. Nous tentons d'en évaluer les causes et les conséquences avec nos experts ce soir. Monsieur Touhami, je vais me tourner vers vous. Alors, l'Île-de-France demeure la région la plus impactée par cette baisse, et ce malgré une concentration des ventes sur Paris et ses environs. Pourquoi cela, à votre avis? Effectivement, les gens, essentiellement les acheteurs, préfèrent ne pas prendre de risques, essentiellement pour des questions de situation géographique et puis surtout de taux élevés. Donc, les acheteurs majoritairement préfèrent acheter à Paris parce qu'on sait que l'immobilier à Paris, ça ne baisse jamais. Ça prend de la valeur. C'est valeur sûre. Et allô? Je disais que ça prenait de la valeur également au fil du temps. Exactement. Et c'est une valeur sûre. C'est comme investir dans l'or. Ça prend de la valeur et on sait qu'il n'y aura pas de perte. La problématique se pose que à Paris, il n'y a plus d'assiette immobilière. Donc, on peut pas construire à Paris. Il n'y a pas de place. Et puis, les promoteurs se dirigent essentiellement vers la banlieue, après le périph', bien sûr, vers la première zone, deuxième zone, jusqu'à la cinquième zone. Problème dans ce genre de département, l'immobilier, il y a trop de risques. Parce qu'on sait, quand le prix où on va acheter sa maison, son appartement, mais on ne sait pas la valeur que ça va prendre dans quelques années. Oui. Donc, si il y a des gens qui sont réticents à prendre ce genre de risque, et puis surtout les banques ne suivent pas, parce qu'il y a trop de prise de risque. Et puis voilà. Et puis la logique fait que les gens préfèrent ne pas prendre de risques, acheter à Paris parce qu'ils savent que ça va prendre de la valeur, et surtout que leurs biens, quoi qu'il arrive, ils vont en tirer de réels bénéfices. Voilà. Très bien, merci Monsieur Touhami. Professeur Guendouzi, au-delà de l'offre et de la demande, tout simplement, qu'est-ce qui détermine le prix de l'immobilier neuf dans un pays en France où l'on sait par exemple qu'il y a une espèce de monopole sur le secteur du BTP, et notamment dans le segment de l'immobilier, de la part de certains grands groupes? Je pense que les grands groupes travaillent aussi avec des sous-traitants, avec des PME. Et on sait qu'actuellement en France,
Il y a énormément de PME qui déposent le bilan pour diverses raisons, avec l'inflation, avec la hausse des prix de l'énergie, avec, il y en a un aspect important, la rareté de la main-d'œuvre, parce que la crise dans le secteur immobilier fait qu'il y a une réduction de la mobilité de la main-d'œuvre d'une région à une autre, d'une ville à une autre, et que cette réduction de la mobilité implique limite la flexibilité du marché du travail en termes de, disons, de main-d'œuvre qualifiée, de main-d'œuvre spécialisée, et qu'actuellement il y a ce problème de main-d'œuvre dans le secteur de l'immobilier en France. Et donc, beaucoup d'entreprises PME qui participent en tant que sous-traitants, en tant que fournisseurs en groupe posent problème, et ce qui accentue d'ailleurs la crise de ce secteur névralgique de l'économie française particulièrement. Deuxième aspect, c'est la crise du logement et l'inflation a fait qu'il y a des inégalités sociales qui apparaissent et il y a une sorte de malaise social au niveau de l'économie française, ce qui encore accentue cet effet de crise qui décourage les investisseurs à venir dans le secteur. Donc en fin de compte, on peut dire qu'il y a une combinaison des trois niveaux d'analyse, l'analyse macroéconomique avec les taux d'intérêt, l'endettement public, le niveau intermédiaire méso avec tout le secteur, la filière du bâtiment de façon générale, y compris la crise de l'accès aux fonciers dans les grandes villes, les grands centres urbains, et enfin le niveau microéconomique, le fonctionnement de l'entreprise de bâtiment, avec les problèmes de main-d'œuvre, l'accès au financement, la cherté, le coût de réalisation et l'espérance de rentabilité qui est problématique vu l'incertitude que traverse l'économie du pays. Merci professeur Guendouzi. Même question, monsieur Sassi, est-ce que l'immobilier neuf en France échappe à la sempiternelle règle de l'offre et la demande? Est-ce qu'il serait en quelque sorte soumis à d'autres paramètres exogènes qu'un pays comme la France n'arrive plus à contrôler? Alors, il y a très certainement, comme les invités l'ont cité aussi, il y a la spéculation. Il y a eu des bulles, il y a eu depuis assez longtemps en tout cas, sur des villes cibles comme Paris, il y a eu beaucoup d'OPA, on va dire, sur des produits immobiliers qui ont un petit peu perturbé le marché immobilier. D'un côté, mais de l'autre, j'avais commencé en disant que la France reste quand même un État jacobin centralisé. Ça veut dire que l'État lui-même a maintenu des monopoles, a financé et finance des entreprises publiques qui ne sont pas forcément performantes. Donc il y a toute une logique derrière qui perturbe aussi des chaînes immobilières ou autres, donc qui vont un petit peu fausser les calculs. Maintenant, sur le reste, par rapport à la structure de cette problématique, ce qui est très certainement, la France reste quand même un bon marché immobilier en général, mais ce qui va très certainement impacter un autre domaine qui est très sensible actuellement. D'ailleurs, il y a un nouveau gouvernement en France qui va très certainement passer à des réformes du genre à réguler un petit peu les problématiques de dépenses publiques et de charges et de réeffectuer un petit peu certaines dépenses publiques et de les revoir à la baisse parce qu'il y a eu l'Union européenne qui s'attendait quand même à une performance par rapport à la dette publique. Et on sait que la France a fait défaut depuis 24 heures, je crois, 48 heures. Exactement. Donc ça va coûter des pénalités. C'était prévisible, défaut prévisible. Exactement. Donc la dette française, elle est lourde, mais il faut savoir aussi que la dette publique française la France, elle emprunte sur les marchés. Exactement. C'est-à-dire que le service de la dette lui-même coûte 75 milliards de dollars. Service de la dette, c'est-à-dire les intérêts de la dette. Les intérêts, elle est à plus de 120, je sais plus, plus de 100% en tout cas plus de 100% du PIB. Du PIB.
Et donc, ce genre de dette, en tout cas, nécessite une confiance dans l'économie de l'emprunteur. La France est considérée comme un bon emprunteur. Maintenant, avec cette perturbation, ce marché, ce segment qui est très important, un indicateur important de la structure, de la solidité du consommateur, du producteur, de tout un écosystème, peut provoquer déjà des primes de risque sur les 75 milliards déjà. Vous anticipez une éventuelle dégradation de la dot crédit Exactement. de la France. Donc il va y avoir peut-être des primes de risque, donc une aggravation en tout cas si le gouvernement, le nouveau qui vient d'être nommé, il devrait passer à des réformes très rapides en tout cas et réguler tous ces déséquilibres. Merci Edel Sessi pour ces éclairages. Nazim Sidi, la situation demeure d'autant plus inquiétante que le dispositif nommé loi Pinel, en référence à l'ancienne ministre, qui ouvre droit à une réduction d'impôt sur le prix d'achat d'un logement mis en location sous condition, arrive à échéance au 1er janvier 2025. Je vous propose à ce titre de revenir sur le sentiment de la Fédération des promoteurs immobiliers de France à ce sujet par la voix de son président Pascal Boulanger avant de vous donner donc la parole. On écoute Pascal Boulanger. Alors qu'on a encore le dispositif, vu la conjoncture, vu les taux d'intérêt, la montée des prix dus aux matières premières, etc., ne revenons pas sur le sujet, les investisseurs se sont divisés par 4. Ouais. On fait habituellement par trimestre environ 16 000 réservations aux investisseurs. Là, on est à un peu plus de 4 000. Mais on a encore le dispositif. Je n'ose pas imaginer le chiffre dans 4 mois quand on n'aura plus le dispositif. Donc, ce n'est pas le moment de l'arrêter. Nazim Sini, est-ce que la disparition de la loi Pinel va encore plus aggraver la situation, comme le souligne Pascal Boulanger, président de la Fédération des promoteurs immobiliers de France? Très certainement que ça va avoir un impact et ça va aggraver la situation. Pourquoi? Parce que, vous l'avez rappelé à juste titre, le dispositif loi Pinel, c'est avant tout un avantage fiscal qui était donné aux investisseurs qui faisaient l'acquisition d'un bien neuf et qui s'engageaient à le louer sur une durée de 3 ans, 6 ans, 9 ans, etc. Avec des rétrocessions fiscales qui étaient très avantageuses pour l'investisseur. Et en fait, l'objectif du gouvernement à travers la loi Pinel, c'était justement de mettre un terme aux tensions qui existaient sur le marché de l'immobilier et le marché du logement. En fait, le gouvernement a fait un pari il y a 10 ans qui consistait à dire nous allons faire reposer sur les investisseurs privés, quelque part, le règlement, enfin du moins la solution du mal logement de certaines catégories de personnes pour éviter justement la construction de logements dits sociaux. Et quand on fait le bilan, et d'ailleurs c'est la Cour des comptes, si vous épluchez le dernier rapport de l'année dernière, qui dit clairement que ce dispositif-là a plus coûté d'argent à l'État français qu'il n'en a rapporté, et surtout que ce dispositif n'a pas foncièrement réglé le problème du logement et de la tension sur le marché de l'immobilier. Mais ce que dit justement le représentant de la Fédération du bâtiment, c'est qu'il a raison. Énormément d'investisseurs se sont jetés sur cette niche fiscale pour justement investir. Mais là où il y a quand même une dichotomie, c'est qu'on s'est aperçu que certains investisseurs ont profité de cet appel d'air pour réaliser des opérations justement de spéculation, c'est-à-dire d'achat-revente avec une plus-value. Alors que ce n'est pas le but ni la fonction de ce dispositif. Mais aujourd'hui, ce qui est à craindre, c'est qu'encore une fois, une solution qui était proposée aux investisseurs pour relancer le marché de la construction et de l'immobilier tend à disparaître. Donc, on est vraiment en planche dans un total mystère et dans l'inconnu pour ces 6 prochains mois, c'est-à-dire après le 1er janvier 2025, et on ne sait pas vraiment comment vont réagir le marché immobilier, ni celui de la construction. Maintenant, est-ce que le gouvernement va rétro-pédaler ou inventer un nouveau dispositif? C'est là toute la question. Justement, et c'est là toute la question, est-ce qu'un gouvernement que l'on peut supposer de droite, mené par M. Michel Barnier, prendrait une telle décision, rappelant que la loi Pinel est une loi qui a été mise en place par un gouvernement de gauche? J'aimerais avoir également votre sentiment là-dessus, Majid Touhami. Effectivement, je rejoins mes collègues. Il y a plusieurs solutions. Les solutions pour baisser les prix de la construction, pour baisser justement aussi cette bulle spéculative. Il faudrait peut-être réfléchir à revoir les PLU
En ce moment, ils sont en train de réfléchir dessus, et puis ils sont en train aussi de faire ce qu'on a proposé en 2005 et en 2009, c'est-à-dire de lancer dans la capitale et couronne, les petites couronnes, des surélévations, c'est-à-dire créer en plus 1 million de logements juste avec une DP ou un permis de surélévation des bâtiments, ce qui est faisable et qui peut coûter moins cher que construire du neuf. Donc c'était une solution qui a été retenue à l'époque par le sénateur Guéguen. Et puis là, dans les derniers conseils municipaux des mairies, j'ai remarqué qu'il y avait aussi une ouverture là-dessus et qu'ils commençaient à réfléchir, voire même à faire des projets pilotes. Donc l'idée, c'était, de toute façon, la nature a horreur du vide. Si les promoteurs ils trouvent des niches, bien sûr qu'ils vont s'engouffrer, c'est naturel. Mais il y a des solutions et c'est une solution politique qu'il faut prendre en premier lieu et surtout beaucoup de courage. Et puis voilà, il n'y a pas de solution miracle, mais il y a une réflexion à mener et puis surtout une réflexion et puis une action concrète sur le terrain. Majid Touhami, vous faites bien de parler de ce sujet, car l'autre conséquence de cette crise du logement neuf, c'est l'aggravation du déficit structurel de logement en France, alors que les besoins sont estimés à 500 000 nouveaux logements par an. La production actuelle est très largement insuffisante. Est-ce que l'on va droit vers une crise du logement, de l'habitat en France? Effectivement, c'est clair qu'on se dirige vers déjà que à Paris, c'est pratiquement impossible de trouver des appartements à des prix raisonnables. Les locations, sur une location, on peut trouver 3000 dossiers. Sur un simple studio, un simple T2 ou T3, parfois les agences reçoivent plus de 2000 dossiers. Bien sûr qu'ils vont sélectionner les meilleurs. Et là où il y a moins de risques, avec le plus de garanties, de caution. Mais les solutions, ça se travaille. C'est pas comme ça qu'on trouve des solutions miracles, ça se travaille. Il y a eu des propositions des architectes, il y a eu des propositions des promoteurs. Les promoteurs, ils préfèrent faire des bénéfices monstrueux, mais ils prêchent pour leur paroisse, chapelle, normal. Oui. Mais l'idée, c'est de réfléchir ensemble à une solution. Quand on achète un bien à Alger et on achète un bien à Paris, il y a une grande différence. Quand on achète un bien, je sais pas moi, à Schleff, c'est pas le même prix qu'un bien à Alger. Oui. Et c'est pareil pour Paris. Quand on achète un appartement à Marseille, c'est pas le même prix qu'un appartement à Paris. C'est normal parce qu'il y a un foisonnement économique et ça fait que dans certains cas, on est gagnant et dans d'autres cas, on rame. C'est comme ça. Très bien. Très bien, Majid Touhami. Oui, allez-y. L'idée, c'est qu'il faut rester sur du raisonnable. Les gens, ils vont pas s'endetter sur 25 ans pour finalement ne plus être propriétaire ou être saisi, comme aux États-Unis. Ouais. L'idée, c'est d'investir dans des parcs immobiliers raisonnables. Là, il y a depuis 3 ans, par exemple, la ville, elle commence à vendre les HLM. Mais pas partout, mais au moins au niveau des portes. Ça, c'était des bonnes affaires à prendre. Là, ils commencent à lancer des projets de surélévation de 2 étages. Ça va baisser la spéculation et c'est très important de le faire. Il y a des choses il y a des risques qu'il faut prendre, il y a des risques qu'il faut pas prendre. Après, c'est chacun selon ses moyens. Mais moi, je conseille à Paris, c'est pas le moment d'acheter. C'est pas le moment ni en banlieue. Si vous avez de l'argent, vous voulez acheter un studio ou une chambre de bonne, achetez en Algérie. Ça vaudra mieux. Voilà. Ça vaudra mieux pour vous plus et vous avez un petit à terre. En plus, ça prendra de la valeur dans quelques années. Voilà. C'est mon seul conseil que je peux donner. Merci Majid Touhami. Professeur Guendouzi, nous avons vu justement par le passé que les dysfonctionnements structurels qui touchent l'immobilier peuvent engendrer des crises financières graves. Doit-on craindre un effet domino, notamment sur d'autres pays voisins, professeur? C'est possible. On parle de bulles d'immobilier,
il y a eu déjà l'expérience de 1988 aux États-Unis qui s'est élargie vers l'Europe. Certains éléments existent, puisqu'il y a énormément de spéculation dans le secteur immobilier, notamment dans les grands centres urbains, et par conséquent, avec les montages financiers qui sont actuellement, des financements accompagnés de produits dérivés pour couvrir le risque de taux d'intérêt, la spéculation sur les terrains eux-mêmes et le problème lié à la demande en termes de raccourcissement de l'accès au financement au crédit immobilier, des exigences en termes d'hypothèque. Donc tous ces problèmes existants en 2008 et qui ont déclenché la crise de 2008 sont présents actuellement globalement. Et dans l'Union européenne, le problème de taux d'intérêt, c'est la Banque centrale européenne qui touche donc la plupart des économies. On trouve la même problématique aussi bien en Allemagne qu'en Espagne ou en Italie. Et je pense que la question de l'immobilier devient une question sensible dans ces différentes dimensions financières et sociales liées au marché du travail, liées à l'activité économique globalement dans ces économies-là. Alors il y a des solutions qui sont avancées ici et là. Première solution, c'est encourager la rénovation et la réhabilitation des bâtiments existants pour élargir l'offre. Deuxième solution, c'est jouer sur les terrains publics que l'État peut mettre à la vente et à la disposition des promoteurs immobiliers. La question de la fiscalité pose problème parce que à un certain moment c'était jouable, mais maintenant avec le problème de la dette publique, ça devient difficile. L'État a besoin de ressources, donc l'aspect fiscal peut être éliminé actuellement. Très bien. Merci, professeur Guedouzi. Delsassi, chez les pros de l'éco, on est plutôt pragmatique. Et l'une des causes décelées par les professionnels du bâtiment, c'est aussi la hausse, bien entendu, des prix des matériaux de construction. Lorsque l'on sait que l'Algérie réalise des progrès indéniables en la matière, n'y aurait-il pas une opportunité à saisir pour nos entreprises algériennes au vu des avantages comparatifs qui sont clairement à leur avantage ? C'est une opportunité, en effet. Donc, il y a eu beaucoup de qualité parce que le marché des matériaux en Algérie, bon, on a vu les matériaux bruts, pour parler du ciment, qui a pris beaucoup d'importance. Et puis, il y a eu après tous les dérivés qui sont parfaitement exportables, donc de qualité. Alors, il y a eu une première phase de concentration de l'exportation, entre guillemets, d'opportunités d'exportation envers le Moyen-Orient pour les pays en reconstruction, puisqu'il y avait des fonds là-bas qui cherchaient je parle de la Libye, je parle de la Syrie, c'était quand même, et puis vers l'Afrique. Et puis maintenant pour la France, oui, définitivement, c'est une opportunité, une facilité, une ressemblance, hein, donc le style haussmannien. Exactement. Il est de part et d'autre de la Méditerranée. Je disais, pour compléter un petit peu ce que disaient nos collègues ici, c'est que les raisons du Brexit aussi, il ne faut pas oublier que c'était l'accès à l'immobilier aussi à Londres. Oui. Donc les Anglais étaient frustrés par rapport à la crise immobilière. Et puis, donc c'est très profond comme phénomène de déstabilisation au niveau social et économique. Donc après, pour les niches fiscales, je pense que ce qui va arriver prochainement, c'est que lutter contre le déficit public, c'est lutter aussi contre les niches fiscales. Donc, je ne sais pas comment ils vont faire, mais très certainement, ils ne vont pas reconduire ces produits, puisqu'ils vont lutter sur beaucoup de fronts pour les luttes fiscales. Donc, très peu de chances de reconduire la loi Pinel. C'est ce que je pense. Et puis après, quand on voit un petit peu les taux reculer ou bien l'inflation reculer, je disais tout à l'heure qu'une inflation, les prix se fixent à la hausse aussi. Donc, une fois le café coûte 2, 4, 5, il ne va pas revenir en arrière. Donc,
les gens profitent pour faire plus de marge. Donc, Très bien. c'est une situation qui va durer et qui va nécessiter beaucoup de sacrifices pour revenir à une plus de stabilité. Nazim Sini, en 30 secondes, faut-il y voir une opportunité pour les entreprises des matériaux de construction algériennes, cette crise de l'immobilier neuf en France? Clairement, surtout je trouve qu'on a même trop tardé, pour vous donner mon sentiment le plus sincère, et que là aujourd'hui il y a une vraie opportunité pour la production algérienne pour justement offrir à ces entreprises du bâtiment en France la possibilité de réduire leur coût de construction à travers des produits de qualité. Merci infiniment Nazim Sidi, merci infiniment messieurs les experts. Idil Sassi, expert international en économie et en finance, Nazim Sidi, enseignant agrégé d'économie à l'Université Aix de Marseille. Brahim Gendouzi, économiste, et enfin Majid Touhami, architecte. Merci également aux techniciens qui nous ont accompagnés durant cette émission. Merci à vous, mesdames et messieurs. C'est la fin des Pros de l'Écho. Rendez-vous la semaine prochaine. Restez fidèles au programme d'Al24 News.